Il y a des conversations après lesquelles le silence n'est pas un repos, mais un champ de bataille intérieur. Vous venez de parler à quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous aimez, que vous respectez, ou de qui vous dépendez. La conversation est terminée, mais votre esprit, lui, tourne en boucle. Il rejoue une seule phrase qui a tout fait basculer. Quelque chose comme « je n'ai jamais dit ça » ou bien « tu te souviens mal » comme d'habitude. Ou encore, plus doucement, presque avec bienveillance, « tu es sûr que tu ne dramatises pas un peu ? C'était une simple blague. » Et là, tout s'effondre. Pas de manière spectaculaire, pas avec un fracas. Non, c'est une implosion silencieuse. Une fissure apparaît dans le sol de votre propre réalité. Il y a une seconde à peine, vous étiez certain. Vous saviez ce que vous aviez entendu. Vous saviez ce qui s'était passé. Vous aviez une mémoire, une perception, une émotion qui vous appartenait. Et maintenant, cette certitude est pulvérisée. Le doute s'infiltre. Et si c'était vous ? Et si votre mémoire était défaillante ? Et si vous étiez en effet trop sensible, trop fatigué, trop méfiant ? Ce dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas simplement le mensonge. Le mensonge est une chose simple, presque honnête dans sa malhonnêteté. On ment pour cacher une vérité. Le gaslighting, ou détournement cognitif, est une chose bien plus insidieuse. Ce n'est pas cacher la vérité, c'est la réécrire. C'est prendre votre réalité, la tordre, et vous la rendre en vous demandant pourquoi vous l'aviez si mal comprise au départ. Et la question la plus douloureuse, la plus importante, n'est pas seulement de savoir comment cela fonctionne. C'est de comprendre pourquoi cela brise votre confiance en vous-même si profondément, et pourquoi il est si difficile de nommer le problème quand la personne qui tient le stylo de cette réécriture n'est pas un monstre évident. Souvent, ce n'est pas un tyran qui crie, c'est une voix calme, logique, qui semble simplement corriger une erreur dans votre perception. C'est quelqu'un qui, le reste du temps, peut être charmant, intelligent, aimant. Et c'est précisément cette absence de monstruosité qui rend le poison si efficace. Parce que si l'autre n'est pas un monstre, alors qui est le problème dans l'équation ? Il ne reste que vous. Le gaslighting n'est pas une attaque frontale, c'est une guerre de siège menée contre votre perception du réel. Et la première victime de cette guerre, ce n'est pas votre orgueil, ce n'est pas votre bonheur. C'est votre capacité à dire « je sais ce que je sais ». Le point de départ est souvent anodin, un détail, une promesse oubliée, un objet déplacé. Vous dites « tu avais dit que tu passerais prendre le dossier ce soir ». La réponse arrive, calme et assurée. « Pas du tout. J'ai clairement dit que je le ferais demain. Tu ne m'écoutes jamais vraiment. » Dans votre tête, un court-circuit. Vous étiez certain. Vous aviez même organisé votre soirée en fonction de cette information. Mais la certitude de l'autre est si totale, si dénuée d'hésitation, que la vôtre commence à vaciller. Vous commencez à rembobiner le film dans votre tête. Est-ce que j'ai mal entendu ? Est-ce que j'étais distrait ? La conversation se déplace alors. Le sujet n'est plus le dossier. Le sujet, c'est votre manque d'attention. C'est votre mémoire défaillante. La fois suivante, ce sera peut-être une émotion. Vous dites « La façon dont tu as parlé de mon projet devant nos amis m'a blessé. » La réponse « Mais je te taquinais, c'était de l'humour. Tu prends tout tellement au sérieux. On ne peut plus rien te dire. » Et de nouveau, le pivot. Le problème n'est plus le commentaire désobligeant. Le problème, c'est votre réaction. C'est votre hypersensibilité. On vous vole non seulement la validité de votre mémoire, mais aussi celle de vos émotions. Votre ressenti devient une preuve de votre propre déséquilibre, pas une conséquence de l'action de l'autre. Le mécanisme fondamental du gaslighting est un transfert de responsabilité existentielle. La personne qui l'emploie, consciemment ou non, ne peut pas ou ne veut pas tolérer une réalité où elle serait en faute, où elle aurait tort, où elle serait responsable d'une blessure. Cette réalité lui est intolérable. Alors, au lieu de changer son comportement pour s'adapter à la réalité, elle tente de changer la réalité elle-même. Et votre esprit est le champ de bataille sur lequel cette nouvelle réalité doit s'imposer.
Pour que leur version soit la seule qui existe, la vôtre doit être invalidée, discréditée, pathologisée. Et c'est ici que la dynamique devient si complexe, parce qu'elle ne se joue pas dans le vide. Elle se joue dans le contexte d'une relation. Une relation où il y a de l'amour, de l'attachement, de l'histoire commune. C'est ce qui la rend si difficile à déceler. Vous ne vous battez pas contre un ennemi déclaré. Vous vous battez contre quelqu'un qui, 5 minutes plus tard, peut vous prendre dans ses bras et vous dire qu'il vous aime. Quelqu'un qui peut être brillant, drôle et généreux. Cette dualité est le cœur du piège. L'esprit humain déteste l'incohérence. Il ne peut pas facilement accepter qu'une personne puisse être à la fois la source de son réconfort et la source de sa confusion la plus profonde. Alors, l'esprit cherche une explication plus simple. Et l'explication la plus simple, la plus accessible, c'est « le problème doit venir de moi ». C'est plus facile de croire qu'on est défaillant que de croire que la personne qu'on aime est, de manière intermittente, une source de destruction pour notre psyché. Accepter la seconde option signifierait devoir prendre des décisions difficiles, remettre en question toute la relation, envisager une perte. C'est un coût existentiel énorme. Alors, on choisit, inconsciemment, le coût apparemment plus faible, l'auto-invalidation. La psychologie jungienne nous offre un éclairage précieux ici. Carl Jung parlait de la persona, le masque social que nous portons pour fonctionner dans le monde. Pour une personne empathique, ou quelqu'un qui a appris très tôt à être compréhensif et arrangeant, la persona est souvent celle de la personne raisonnable, patiente, qui cherche l'harmonie. Cette persona est investie d'une grande valeur morale. Je suis quelqu'un de juste. Je suis capable de voir les deux côtés d'une histoire. Je ne suis pas celui qui crée des problèmes. Le gaslighting exploite cette persona à la perfection. Quand l'autre dit « tu imagines des choses », il ne s'adresse pas à vous, il s'adresse à votre persona. Il lui lance un défi. Si tu es vraiment la personne raisonnable que tu prétends être, tu vas admettre que c'est toi qui as un problème de perception. Et pour préserver cette identité de personne bonne et juste, vous êtes prêt à sacrifier une partie de votre réalité. Vous acceptez de porter le fardeau de la confusion pour ne pas avoir à porter celui du conflit. Vous préférez vous voir comme confus plutôt que de voir l'autre comme malhonnête ou manipulateur, car cela vous permet de maintenir la paix et donc de rester fidèle à votre rôle. Pensez à une scène simple, presque un cliché de la vie domestique. Vous cherchez vos clés. Vous êtes absolument certain de les avoir laissées sur la petite table dans l'entrée. C'est votre rituel. Vous le faites tous les jours. Les clés ne sont pas là. Vous cherchez un peu partout. Le stress monte. L'autre personne entre dans la pièce et vous demande ce que vous faites. « Je cherche mes clés. Je les avais laissées ici. » La réponse est immédiate. « Non, tu ne les as pas laissées là. Hier soir, tu les avais encore dans la main quand tu es monté. Tu les perds tout le temps. Tu devrais faire plus attention. » Un mur. Votre certitude, même sur une chose aussi triviale, vient de heurter un mur de négation. Votre esprit se met au travail. Est-ce que je les avais encore dans la main ? Je ne me souviens pas. Je suis fatigué en ce moment. C'est vrai que je suis distrait. Vous commencez à douter de votre propre rituel, de votre propre mémoire immédiate. La recherche des clés devient secondaire. Ce que vous cherchez maintenant, c'est une confirmation que vous n'êtes pas en train de perdre la tête. Vous continuez à chercher, mais avec une énergie différente. Non plus l'énergie de quelqu'un qui cherche un objet, mais celle de quelqu'un qui cherche une preuve de sa propre santé mentale. Finalement, vous retrouvez les clés. Elles étaient tombées derrière la table de l'entrée, exactement là où vous pensiez les avoir posées. Un soulagement vous envahit. Mais ce n'est pas un soulagement pur, c'est un soulagement teinté d'amertume. Vous allez voir l'autre personne, non pas triomphalement, mais avec une sorte de supplique dans la voix. Je les ai trouvées, elles étaient bien là. Et la réponse finale, le coup de grâce, peut prendre deux formes. La première, « Ah bon, tu vois, pas la peine de s'énerver pour ça. » Le conflit est balayé, votre angoisse est minimisée, et l'incident est clos sans que l'autre ait jamais eu à reconnaître qu'il avait tort
ou que sa certitude était infondée. La seconde, encore plus déstabilisante. C'est moi qui les ai déplacés tout à l'heure en nettoyant, j'avais oublié. Pourquoi tu t'es mis dans un état pareil ? Dans ce scénario, non seulement votre perception initiale était correcte, mais on vous reproche maintenant l'anxiété que la négation de cette perception a provoquée en vous. Vous êtes puni pour avoir réagi à la folie qu'on vous a imposée. Multipliez cette scène par 100, par 1000. Appliquez-la non plus à des clés, mais à des promesses, des sentiments, des souvenirs importants, des engagements. Le résultat est une lente érosion de votre confiance en chaque aspect de votre être. Votre mémoire, vos sens, votre jugement émotionnel, votre intuition. Tout devient suspect. Le corps, lui, n'est pas si facile à tromper. Tandis que votre esprit conscient essaie de rationaliser, de trouver des excuses, de maintenir la paix, votre système nerveux enregistre la vérité. Il enregistre l'incohérence, le danger, le manque de sécurité. C'est pour cela que le gaslighting chronique produit des symptômes physiques si profonds. Ce n'est pas une simple détresse psychologique, c'est une agression neurologique. Vous commencez à vivre dans un état de brouillard mental constant. La concentration devient difficile. Prendre des décisions, même simples, devient une épreuve angoissante. Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je vois la situation correctement ? Vous perdez votre spontanéité. Chaque mot que vous prononcez est préanalysé. Comment cela va-t-il être interprété ? Est-ce que cela va être utilisé contre moi plus tard ? Vous vous sentez chroniquement fatigué, mais ce n'est pas une fatigue saine, celle qui vient après un effort. C'est une fatigue lourde, vide, l'épuisement de quelqu'un dont l'énergie est entièrement consommée par l'effort de maintenir une version cohérente de la réalité contre une force qui cherche à la démanteler. Votre corps peut commencer à développer une anxiété flottante, une tension dans la poitrine ou la gorge qui ne vous quitte jamais vraiment. Vous pouvez avoir des troubles du sommeil, vous réveiller en pleine nuit avec un sentiment de catastrophe imminente, sans savoir pourquoi. C'est votre système nerveux qui crie ce que votre esprit conscient refuse encore d'admettre. Je ne suis pas en sécurité ici. Mon environnement n'est pas fiable. Cette déconnexion entre ce que votre corps ressent et ce que votre esprit vous autorise à penser est l'une des expériences les plus aliénantes qui soient. Vous avez l'impression d'être un étranger dans votre propre peau. Vous regardez les autres interagir avec la personne qui vous déstabilise, la voir comme charmante et normale, et vous vous demandez « Est-ce que je suis le seul à voir ça ? Suis-je fou ?» C'est une forme de solitude extrême, une prison invisible. Vous êtes emprisonné non pas par des murs, mais par le doute. Et le geôlier n'est pas seulement l'autre personne. Progressivement, le geôlier, c'est vous-même. Vous avez tellement intériorisé la voix qui questionne votre réalité que vous n'avez même plus besoin de l'autre pour le faire. Vous êtes devenu votre propre gaslighter. Sortir de cette prison ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas une décision unique et héroïque. C'est un processus lent, laborieux, fait de petits pas incertains. La première étape, et la plus difficile, est de commencer à écouter la voix la plus faible en vous. Pas la voix forte de la rationalisation, pas la voix suppliante qui veut garder la paix, mais le murmure de votre intuition, la tension dans votre corps. C'est la voix qui dit « quelque chose ne va pas ». Au début, vous n'allez pas la croire. Vous allez la rejeter comme de la paranoïa, de la fatigue, du stress. Mais elle reviendra. Chaque fois qu'une conversation vous laissera avec ce goût de cendre dans la bouche, ce sentiment de confusion et d'injustice, le murmure sera là. Le chemin vers la clarté commence souvent par un acte de documentation secrète. Tenir un journal. Non pas un journal intime de vos émotions, mais un journal des faits. Notez les conversations, les promesses, les événements, aussi précisément que possible. Lundi, 18h30. X a dit qu'il s'occuperait de la réservation pour samedi. Mardi, 22h. Dispute. X a dit que je suis obsédé par le contrôle et qu'il n'a jamais été question qu'il s'en occupe. Cet acte simple est révolutionnaire. Vous externalisez votre mémoire.
Vous la sortez de votre esprit, où elle est vulnérable à la manipulation, et vous la posez sur du papier, où elle devient objective. Ce journal n'est pas destiné à être montré à l'autre. Il n'est pas une arme pour un futur conflit. Il est un miroir pour vous-même. C'est un ancrage dans le réel. Relire vos propres notes, semaine après semaine, et voir les schémas émerger est une expérience terrifiante et libératrice. La confusion commence à se dissiper, non pas parce que vous devenez plus intelligent, mais parce que vous avez enfin une carte du labyrinthe. Vous voyez les impasses, les demi-tours, les chemins qui ne mènent nulle part. Une fois que vous commencez à faire confiance à vos notes, vous pouvez commencer à faire à nouveau confiance à votre perception en temps réel. C'est le moment de la deuxième étape, le test de la petite réalité. Vous choisissez un fait, une observation, une sensation, et vous décidez de vous y accrocher, quoi qu'il arrive. Par exemple, il fait froid dans cette pièce. Si l'autre dit « Mais non, il fait très bon, c'est toi qui es toujours frileux », vous ne débattez pas. Vous ne vous justifiez pas. Vous ne dites même pas « Non, j'ai raison ». À l'intérieur de vous, vous vous ancrez dans votre sensation. Je ressens du froid. C'est ma réalité corporelle. Elle est valide. Vous mettez un pull. Vous ne cherchez plus à convaincre l'autre de la validité de votre expérience. Vous agissez simplement en fonction d'elle. C'est un changement radical. Vous passez de la recherche de validation externe à l'affirmation interne. C'est un acte de souveraineté minuscule, mais il est le fondement de tout le reste. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance à votre propre perception, même sur une chose infime, vous reconstruisez le muscle de l'estime de soi, de la confiance en votre propre esprit. Mais c'est là que le chemin devient le plus périlleux. Parce que l'autre personne, celle qui bénéficiait de votre confusion, va sentir ce changement. Votre nouvelle solidité est une perturbation dans le système. Vous n'êtes plus une surface malléable sur laquelle on peut projeter n'importe quelle réalité. Vous commencez à avoir des contours, des limites, et le système va tenter de vous ramener à votre état précédent. C'est l'épreuve externe tardive. Imaginez que vous avez passé des semaines, des mois, à pratiquer cette nouvelle confiance. Vous vous sentez plus solide, plus clair. La brume se lève. Un soir, vous recevez un message anodin venant de cette personne. Je repensais à notre voyage à Florence. C'était magique, non ? Surtout ce dîner sur la terrasse avec la vue sur le Ponte Vecchio, le meilleur souvenir de ma vie. Et votre estomac se serre. Parce que dans votre mémoire, ce dîner à Florence n'était pas magique. C'était un cauchemar. Il y a eu une dispute terrible, des larmes, un silence glacial qui a duré toute la soirée. Vous avez mangé en regardant le Ponte Vecchio, mais tout ce que vous ressentiez était une solitude et une tristesse infinie. L'ancien réflexe, l'automatisme forgé par des années de gaslighting, se met en branle. Une vague de doute vous submerge. Est-ce que je me souviens bien ? Peut-être que la dispute a eu lieu un autre soir ? Peut-être que j'exagère l'importance de ce qui s'est passé ? Il a l'air si sincère. Peut-être que pour lui, c'était vraiment magique. Peut-être que je suis celui qui a tout gâché avec ma mauvaise humeur. Votre corps réagit. La gorge se noue, la respiration devient courte. La main tremble un peu au-dessus du clavier. L'envie de répondre, de corriger, de se justifier est immense. Ou pire, l'envie de simplement accepter sa version, pour éviter le conflit, pour retrouver l'illusion d'un souvenir partagé heureux. Oui, c'était magnifique. Taper cette phrase serait si simple. Ce serait un mensonge, mais un mensonge qui achète la paix. C'est ici que le nouveau choix intervient. La pause. Vous ne répondez pas tout de suite. Vous respirez. Vous vous reconnectez à votre corps, à ce qu'il vous dit. Il vous dit « danger »,« fausse réalité ». Vous allez peut-être consulter votre ancien journal. Vous y retrouvez la date, la description de la soirée, la douleur que vous avez ressentie. C'est là, en noir sur blanc. Votre réalité est confirmée. Maintenant, la nouvelle réponse. Elle n'est pas agressive, elle n'est pas une accusation. Vous n'écrivez pas « Tu es un menteur, cette soirée était un enfer ».
parce que ce serait retomber dans le jeu du conflit, de la bataille pour la vérité unique. La nouvelle réponse est un acte de protection de votre propre réalité, sans chercher à détruire la sienne. Elle peut être aussi simple que « je me souviens de cette vue, en effet ». Vous validez un fait objectif, la vue, sans valider l'interprétation émotionnelle, magique. Vous pouvez choisir de ne pas répondre sur ce point précis et changer de sujet. Ou encore, la réponse la plus puissante, « Mon souvenir de cette soirée est très différent ». C'est une phrase qui ne juge pas, qui n'accuse pas. Elle établit simplement une frontière. Il y a ta réalité et il y a la mienne. Elle ne coïncide pas. Et je n'abandonnerai plus la mienne pour habiter la tienne. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas une punition, c'est l'aboutissement d'un long travail de maturation. C'est comprendre que l'amour ou l'attachement ne vous oblige pas à fusionner vos perceptions. C'est la distinction fondamentale entre l'intimité et l'envahissement. L'intimité, c'est partager son monde avec quelqu'un. L'envahissement, c'est exiger que l'autre abandonne son monde pour vivre dans le vôtre. En faisant cela, vous touchez à la deuxième couche de la psychologie jungienne. Si la persona était le point d'entrée de la manipulation, la récupération de votre réalité est une rencontre avec votre ombre. L'ombre, pour Jung, n'est pas le mal. C'est tout ce que nous avons refoulé pour être acceptable. Pour la personne empathique, l'ombre contient souvent la colère, le droit de dire non, la capacité à décevoir, la saine agressivité nécessaire pour protéger son territoire psychique. Pendant des années, pour être la personne gentille et compréhensive, vous avez refoulé cette part de vous. Vous avez eu peur de votre propre colère, de votre propre pouvoir de dire « ça suffit ». Le gaslighting vous a forcé à un tel extrême de déni de soi que la seule issue est de finalement laisser cette ombre s'exprimer. Non pas comme une rage destructrice, mais comme une force de clarification. La colère devient une information. Une de mes limites a été franchie. Le non n'est plus une agression, mais l'expression d'une vérité intérieure. C'est un processus d'individuation. Vous cessez d'être défini par votre rôle dans la relation, le compréhensif, le patient, le facile. Et vous commencez à devenir un individu entier, avec ses lumières et ses ombres, ses certitudes et ses doutes, mais avec un centre de gravité qui est enfin revenu à l'intérieur de vous. Le but final n'est pas d'avoir toujours raison. Le but final est de s'accorder le droit d'avoir sa propre expérience, même si elle est différente de celle des autres. C'est de comprendre que votre perception est votre seul outil pour naviguer le monde. Si vous laissez quelqu'un d'autre constamment le dérégler, vous êtes perdu. Reconstruire la confiance en sa réalité, c'est comme réapprendre à faire confiance à sa propre boussole après avoir été persuadé pendant des années qu'elle était cassée. Vous commencerez à remarquer la beauté de la clarté. Une conversation simple où les mots signifient ce qu'ils disent. Une interaction où vous pouvez exprimer une émotion sans avoir à la défendre. Le silence qui n'est plus rempli de doutes et de relecture mentale, mais qui est simplement du silence. C'est un retour à la maison. Une maison que vous aviez abandonnée, pensant qu'elle était hantée ou mal construite, pour découvrir qu'elle était solide depuis le début. Il fallait juste en chasser les fantômes qui n'étaient pas les vôtres. Et l'autre personne dans tout ça ? L'autre, sans qui cette dynamique n'existerait pas ? C'est peut-être la partie la plus difficile à accepter. En cessant de participer au jeu, vous ne le changez pas nécessairement. Il ou elle continuera peut-être à chercher d'autres partenaires de danse, d'autres esprits à embrouiller. Ou peut-être que votre changement créera une crise qui le forcera à se regarder. Vous ne pouvez pas le savoir. Et ce n'est plus votre responsabilité. Votre seule responsabilité est de devenir le gardien de votre propre esprit. De ne plus jamais laisser quelqu'un, aussi aimable, aussi convaincant, aussi aimé soit-il, vous dire que le ciel que vous voyez bleu est en réalité vert. Vous pouvez accepter qu'il le voit vert, c'est sa réalité. Mais vous continuez à voir le bleu. Et c'est suffisant. Votre perception n'a pas besoin de sa permission pour être valide. Si vous avez reconnu ce lieu de confusion, ce brouillard, cette lente perte de vous-même, sachez que vous n'êtes pas seul. Et sachez que la clarté est possible.
Elle ne vient pas d'une bataille gagnée contre l'autre, mais d'une paix signée avec vous-même. Une paix qui dit « J'ai le droit à ma propre réalité ». Si vous le souhaitez, laissez une phrase pour vous-même, ici ou dans votre propre carnet. Une phrase qui ancre cette nouvelle permission. Quelque chose comme « Ma perception est valide » ou « Je reviens à ma propre clarté ». Ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous. C'est le premier pas pour reconstruire le sol sous vos pieds.